Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je commence par une double annonce, sinon j'oublie tout le temps. Petit 1, il faut sortir par la terrasse. Si, on n'a pas le choix. Il faut vraiment sortir par la terrasse parce que du coup, ça va être la séance suivante enchaîne juste derrière. On a été obligé, peut-être vous avez vu, de basculer de 2 en 3. On a perdu une salle ce matin, tout ça, c'était un peu compliqué à gérer. Et donc, s'il vous plaît, sortez par la bonne porte, qui est celle de gauche. Et la deuxième chose, c'est n'oubliez pas le vote du public, parce qu'il y a un prix du public désormais dans ce festival. Et donc, c'est le petit carton qu'il faut simplement déchirer, il n'y a pas besoin de crayon, tout ça. Voilà. Et maintenant, je vous présente Laurent Larivière. Bonsoir. Bonjour, même. Bonjour. Oui, bonjour. 14h. C'est l'habitude. Oui. Pardon. C'est l'habitude C'est pas projection en soirée. Voilà, c'est ça. C'est un film sur le traitement du temps. Ah, bon, ça commence bien, ouais. Tout se superpose. Est-ce que tu veux nous dire un mot à la fois sur les gens qui sont présents dans la salle et qu'on retrouvera tout à l'heure à la fin de la projection et un petit mot de présentation du film? Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et c'est une séance un peu particulière puisqu'il y a une partie de l'équipe qui est là. Alors, il y a Florence Loirecaille. On connaît bien ici. La Montreuilloise. Ce film de Solveig Hanspa, qui joue le rôle de Madeleine dans le film. À côté d'elle, il y a mon co-scénariste François Decosse. À côté également, Jérôme Robotier qui a composé la musique du film. Derrière lui, Antoine Basile-Mercier qui a fait le son du film. Et un petit peu plus haut, un comédien que vous avez peut-être vu cette année dans Bruno Rédal, qui s'appelle Dimitri Doré. Il avait le rôle principal, hein, de vue, mais c'était formidable. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non. Et à l'issue de la projection, il y a normalement Céline Bozon, qui est la chef opératrice du film, qui nous rejoindra, ainsi que Swan Arlo. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, on a fait les choses en grand, bravo. Alors un mot de présentation très rapide. Je cite souvent cette phrase de Truffaut qui disait que les films, on les faisait un peu en contradiction, voilà, en opposition au film d'avant. Et alors c'est vraiment le cas pour celui-ci. Le premier, c'était Je suis un soldat avec Louise Bourgoin et Jean-Luc Anglade, qui était un thriller social. Et là, avec mon co-scénariste, on avait envie de faire un film romanesque qui se passe sur plusieurs pays, dans lequel on parle plusieurs langues, qui aussi traverse plusieurs époques, et qui soit un mélodrame, mais un mélodrame contrarié, avec des scènes d'humour et du burlesque. Donc voilà, c'est une proposition radicalement différente du premier. Et je serai là à l'issue de la projection pour en parler. Parfait. Bravo Laurent, merci. Je glisse un mot, c'est que ce film est tout ce qui manque au cinéma français, qui est de moins en moins romanesque, de moins en moins travaillé dans sa structure. Voilà, et donc le voir à Berlin, où il était dans une séance spéciale pour remettre un ours d'or d'honneur à Isabelle Huppert cette année, en début d'année, c'était un vrai soulagement sur la possibilité d'une vraie diversité du cinéma français. Merci, à tout à l'heure. Merci Stéphane. Vous allez avoir un générique de fin en chair et en os. Laurent Larivière, Swan Arlo, Florence Loirecaille, Dimitri Doré. Je vais commencer par une déclaration. On n'a pas beaucoup de temps, donc je la fasse courte. Mais... je pense qu'aucun film français cette année ne mérite autant d'être revu. Parce que, je risque de chialer au milieu, hein, pardon, mais... parce que le film est bouleversant à revoir. Il y a des tas de choses qu'on a perçues intuitivement, tout ça, quand on le découvre. Et puis à la revision, c'est un film d'une subtilité dans l'écriture, dans le jeu, dans la mise en scène, unique, vraiment. Comme il n'y en a pas d'autres. Et je dis ça en saluant aussi le travail de la critique qui quand même arrive à repérer que le film fait exception et que malgré les 27 sorties de cette semaine, je crois, quelque chose comme ça, il ne faut pas passer à côté de celui-là. Voilà. Je pourrais développer sur des tas de subtilités, des éléments de détail. Tout le film est à double entente en fait. C'est-à-dire que toutes les phrases écrites, prononcées, sont en fait à double lecture sur le rapport entre la vie et la mort, sur la question du comique et du tragique. Et la coexistence de ces deux émotions, qu'on ressent du coup différemment selon qu'on a déjà vu le film ou pas, elle est extraordinaire. Il y a des scènes qui tout à coup, on ne comprend pas toujours à la première vision, qui deviennent magnifiques à la deuxième.
Voilà, il vient de sortir, c'est bien, vous pouvez le revoir quand vous voulez. Bon, on va peut-être commencer, Laurent, par évoquer le point de départ de l'écriture. Tu dis que tu l'as fait contre le précédent, Je suis un soldat, mais le point de départ de l'écriture de ce film-là, c'était quoi, la toute première idée? Alors, je vais répondre à la question. Merci d'abord pour cette introduction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul dans la salle puisqu'il y a mon co-scénariste, il y a ma chef opératrice, Céline Bozon aussi qui est arrivée. Merci d'être là. Il y a aussi le compositeur de la musique, Jérôme Robotier, et ses acteurs. Donc voilà, je vais aussi... Ce qui fait que partager le micro. On va peut-être continuer le débat à un moment sur la terrasse. D'ailleurs, on l'a jamais fait encore, mais je me dis que c'est le genre de film sur lequel on peut avoir ce genre d'audace. Parce qu'à 12, il faut qu'on évacue pour le film et le débat suivant. Du coup, je propose qu'on continue soit au bar, soit sur la terrasse, selon le temps. Voilà. Et il y a l'ingénieur du son du film aussi, Antoine. Alors, le point de départ. Oui, non, la volonté de faire un deuxième film très différent du premier, avec une envie de romanesque, une envie de cinéma, de fiction, de faire un film sur la fiction, que le film soit traversé par plusieurs films de cinéma, avec la volonté de travailler aussi sur des choses contradictoires ou contrastées. On va éviter le clair-obscur là, en cabine. C'est joli, hein, c'est joli, c'est libre, je pense. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a une chef-op dans la salle, on travaille sur la lumière. Merci. Une autre Céline en cabine. Travailler sur des contradictions, sur le contraste, avec la volonté de faire un film romanesque et mélodramatique, avec un rapport à l'émotion très fort, très premier degré, et en même temps que ce soit, parce que c'est un film sur le deuil, mais que ça n'ait pas l'air d'être un film sur le deuil, en tout cas que ce soit un film sur le deuil qui soit traversé par la vie tout le temps. Et avec François Decosses, avec qui on a écrit... on a vraiment cherché, dès qu'on abordait une scène, comment est-ce qu'on peut la détourner, comment on peut lui donner un contrepoint, comment on peut rajouter de l'humour, des choses surprenantes. Il y avait une volonté aussi à l'écriture de faire que le spectateur soit toujours actif. Et j'ai l'impression que, voilà, dans des choses qu'on avait même pu faire nous-mêmes, on pouvait parfois avoir quelque chose d'un petit peu programmatique, où on rentre dans une dramaturgie qu'on identifie très bien, où le personnage va rencontrer des difficultés, puis il va réussir on croit qu'il va réussir à combattre ces difficultés, puis il va tomber, puis finalement il va y arriver. C'était un schéma qui nous lassait un petit peu, donc on cherchait aussi dans la dramaturgie à nous-mêmes nous surprendre, et à surprendre le spectateur tout le temps, et qu'il soit tout le temps actif. Mais j'avais quand même très envie qu'ils sentent qu'il y avait quelque chose qui sous-tendait tout ça, et que je le prenais par la main, et que je l'emmenais quelque part, et que je ne le perdais pas pour le perdre. Il y avait une destination, et que voilà, j'espère que la destination était belle, quoi. Je vais donner un exemple de ces détournements et de cette façon de prendre à contre-pied le spectateur. Alors d'abord, il y a le monologue initial d'Isabelle Huppert face caméra. Et en fait, moi, à la première vision, je n'avais pas compris pourquoi, comment ça résonnait avec l'histoire. Et en fait, c'était tellement éclairant à la deuxième vision. La caméra, quand il y a un regard caméra, c'est le personnage seul la voit, la caméra. Ça s'adresse à nous, mais les autres personnages ne le voient pas. Il y a un plan après qui dit ça explicitement. Pour les autres personnages, cette caméra est invisible. Pour nous, elle est visible, puisque Isabelle Huppert s'adresse directement à nous. De sorte qu'évidemment, ça résonne avec l'enjeu principal, puisqu'elle est le seul à voir son fils mort. Donc la caméra invisible, c'est l'équivalent du fils, en fait, dans le récit. Donc ça justifie totalement la nécessité de cette invention-là du regard caméra. Deuxième chose, dans ce regard caméra, elle commence par chercher la preuve par l'image. Elle se souvient d'une photo qui scelle l'instant de la rencontre avec ses parents. L'instant de la rencontre étant ce qu'on va nous raconter juste derrière, en Irlande. Sauf que le début de ce monologue qui parle de la preuve par l'image se termine par l'idée de la fiction, du détournement. J'ai oublié le tout dernier mot prononcé dans le monologue. Les souvenirs sont aussi faits de ça. Ouais. Puisqu'elle dit qu'elle avait inventé en fait l'image, la photo de ses parents devant le paquebot France. Elle était persuadée d'avoir cette photo. Ouais. Et donc du coup, ce qui nous était donné comme un gage de vérité devient une preuve d'invention et du fait que, en réalité, les souvenirs sont aussi faits de cette invention. On va le voir assez vite, puisqu'il y aura une confusion entre le passé et le présent. Or, le film ne va parler que de ça, de la fiction qu'on invente pour trouver une cohérence à sa vie, de façon extrêmement subtile,
puisque parfois on s'invente une cohérence entre deux amours, par exemple, quand le deuxième personnage survient et lui dit « Pourquoi t'as disparu comme ça ?» Et évidemment, ça pourrait être dans la bouche du premier amant, enfin du premier amour. Autres détails, mais on pourrait en citer 500 si on avait 2h15, on les a pas. Au café, il lui dit qu'il a rendez-vous avec sa fille. Et évidemment, le spectateur actif se dit ah oui, sa fille, ça pourrait être aussi la sienne à elle. Donc si leur histoire d'amour s'était prolongée, s'ils n'avaient jamais fait chambre à part, puisque c'est ça la phrase déclencheuse de la rencontre et de la déclaration d'amour, ça pourrait être sa fille. Or, que voyons-nous à la fin de cette séquence irlandaise? Pas que il y a deux grossesses parallèles en un sens, et qu'effectivement, c'est probablement de cette fille-là qui est enceinte, la tenante du bar, voilà, et que donc ce qu'on croyait être un détail comme ça, finalement ressurgit et devient une espèce de jeu de double. Or, la question du double est très centrale, et elle est même incarnée devant vous, puisqu'il y a quand même deux acteurs qui jouent un même personnage. Et d'ailleurs, c'est plutôt un triple qu'un double, parce que l'enfant est super. Voilà, et donc le film est comme ça, plein de surprises, de finesse, de délicatesse, pour raconter une chose voilà, centrale, qui est comment le mensonge nous aide à vivre et à surmonter là le deuil, la mort, jusqu'à la mise en abîme de la lettre bouleversante de la mère qui raconte deux versions de sa propre vie. Et qui donne la clé du film, en fait, qui je pense, dit à sa fille de faire de sa vie une fiction, ouais. Puisqu'elle a elle-même préféré rester dans son appartement et laisser croire qu'elle était partie, voilà, et elle lui dit « fais de ta vie un enchantement ». Et donc la fille met à exécution finalement les préceptes de la mère. Les gens ont tiqué, elle est restée mais elle est partie quand même au départ. Elle est partie, ouais, mais pas longtemps. Et donc du coup il y a quand même une espèce de double injonction contradictoire, mais ça fait partie de la beauté de ce geste. Parce qu'elle lui apprend à la fois la liberté, le plaisir d'assumer ses sentiments, son désir, etc. C'est très spectaculaire dans le personnage joué par Florence, on va revenir là-dessus. Mais en même temps, elle lui dit que bah, ça marche pas à tous les coups, quoi. Qu'effectivement, il y a une deuxième version de cette histoire et qui est un tout petit peu plus mélancolique. Florence, moi je veux bien, dans les surprises et les ruptures de ton, bah, il y a le surgissement du burlesque que tu incarnes de nouveau. Mais je sais pas pourquoi, c'est bizarre. De nouveau par rapport à d'autres films, enfin tout ça, une espèce d'héritage cinématographique. Voilà, et donc je voulais savoir le surgissement de ce registre-là, la tenue japonaise très vite, ça fait partie des vraies surprises du film, c'est-à-dire qu'on ne l'attend pas du tout à ce moment-là. Comment toi tu l'as joué, ce détournement, puisque pour le coup, quand toi tu le joues très au premier degré, j'imagine, et dans le film, c'est pas du tout la même tonalité que ce qui précède, ce qui suit. Est-ce que cette rupture de ton-là, ça t'inquiète quand tu lis le scénario? Quel conseil tu demandes éventuellement à Laurent sur ça, sur est-ce qu'il faut le jouer au second degré, est-ce qu'il faut le jouer de façon sérieuse, est-ce qu'il faut être tout de suite du côté du clown presque? Comment tu as perçu ce personnage? Je sais pas. Pardon. Non, en fait, tout est écrit. Hein. J'ai rien inventé. Oui, mais il faut jouer ce qui est écrit. Ah bon? Non, il faut le vivre et c'est là qu'on invente avec l'équipe, avec Laurent. Non, je sais pas. C'était quoi la question? T'as pas essayé d'aller, je pense que t'as pas essayé d'aller vers le burlesque et vers une volonté d'être comique. Ah ouais, non, pas du tout. Ah ouais, non. Très premier degré, effectivement. Et très sincère, en fait. Ah c'est ça qui est drôle. Mais je vois pas des scènes drôles, il n'y a pas de scènes drôles. Il n'y a pas de scènes drôles? Ah merde, on n'a pas vu le même film. Tu l'as revu, là? Ouais. Bah non, enfin je veux dire... Alors si. Non, elle s'habille, Oui, enfin elle s'habille pour cacher une relation, et déjà elle s'habille en japonaise pour cacher qu'elle a une relation avec son amant japonais. Déjà en soi, un tout petit peu marrant, non? Bah non, elle apprend un poème en japonais, c'est merveilleux comme preuve d'amour, gage d'amour. Et c'est un excès quand même. Ah. C'est un excès qui peut nous paraître drôle. Moi je trouve ça excessif. Même quand on la croise avec les bagages et qu'elle dit c'est pas prévu, il y a quand même un truc un peu comique à la saisir à ce moment-là. Non? Mais arrête! Excuse-moi. Mais non! Non. Arrête, tu vois pas d'excès non plus dans la scène d'amour avec la pieuvre? Là, il n'est pas forcément comique, il est plutôt troublant et fantastique, mais...
qui est donc l'extension de l'estampe qu'on voit ensuite dans la maison. Non, j'ai jamais été aussi sincère, en fait. On l'a laissé tranquille. Oui, Swan, un relais. Oui, d'ailleurs, tu as le micro devant la bouche, ça tombe bien. Comment on fait pour jouer un fantôme? Oui, Dimitri se prépare parce qu'il sait qu'il va avoir la même question du coup. Bah oui, je sais pas comment on fait pour jouer un fantôme. Moi, c'est très très drôle. Moi, j'ai tout misé pour le coup sur le burlesque. Non, mais c'était tout l'enjeu vraiment d'être absent, d'être un peu en retrait. À côté, quoi, en retrait, tout en essayant que ça ne se voit pas au premier visionnage. Enfin, voilà, être là sans être là, tout ça. Donc, du coup, j'y étais peut-être un coup sur deux, je sais pas très bien. Après, on a fait aussi des choses, parfois, suivant les prises, un petit peu plus de présence, un petit peu plus d'absence, pour que j'ai aussi la possibilité au montage de doser, parce que c'était quand même un pari risqué, parce qu'il ne fallait pas qu'on vende la mèche. En même temps, on voulait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu bizarre. Et donc, je me souviens qu'il y a des prises, notamment au cimetière. On a fait des choses un peu de funambule, des choses comme ça dans certaines prises, qui sont très étranges. Et qui peut-être alertait un petit peu trop fort, donc on a réduit à cet endroit-là. Voilà. Il y avait aussi au montage la possibilité de doser. En fait, il y a quelque chose d'assez agréable, mais je ne saurais pas dire exactement, mais de pouvoir complètement assumer comme ça quelque chose de très étrange, de très silencieux. Je sais, il y a cette scène dans le couloir aussi avec la porte là, qui est fermée, et tout ça peut prendre beaucoup plus de temps et être très étrange. En fait, normalement, c'est le contraire. Tout est un peu foireux. On essaie de faire en sorte que ça marche, qu'on y croit. Et là, on se dit, si on n'y croit pas tout à fait, c'est pas mal. Enfin, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais c'est que voilà. Et donc, c'est assez confortable d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais, moi, j'ai l'impression, effectivement, dans cette scène-là, que tu la regardes se dépatouiller dans la situation qu'elle est elle-même en train de mettre en scène, en fait. C'est comme si tu la regardais écrire le texte. Enfin, je sais pas, comme au bout du chemin, quand elle te dit, c'est Tim qui t'a dit de venir, le temps que tu prends, tu la regardes, tu dis, bah, tu sais bien que non. Et que c'est toi qui me fais venir. Enfin, il y a quelque chose de... Et dans cette temporalité-là, je trouve qu'il y a... Un type dans le film qui regarde le film, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il regarde le film, et le spectateur est quand même aussi décontenancé parce que tout à coup on essaye de comprendre et on se rend compte qu'il y a deux acteurs qui jouent le même personnage. Et ça s'appelle une transition. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Dans un rôle très différent de Bruno Redal quand même. Ouais. Ah oui. Moi j'adore Jacqueline Maillan, donc... C'est vrai? Dans le boulevard aussi. Oui. Mais, on attend des propositions de la salle, on sait jamais. Comment tu l'as perçu, toi, ce personnage, et comment est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait trois acteurs différents pour un même rôle t'a posé problème? Tu as posé des questions aux deux co-scénaristes? Voilà, quelle place tu as trouvé d'emblée dans cette proposition? Non, ma répétitrice et celle qui m'a coachée dans le rôle, c'était Jocelyne Devescher. Qui était là hier. Ouais, ben voilà. Et donc, j'ai fait en sorte que l'adolescent, Nathan, soit le plus réaliste possible et qu'il ne se prenne pas pour un fantôme. Et les très belles scènes qu'on a eues avec Isabelle se sont super bien passées. La scène du restaurant a été très vite, la scène de la boîte a été très drôle. Puis la scène aussi avec la rencontre de Lars Edinger a été très très forte, où dans le chariot, il me faisait des clins d'œil quand il était hors champ pour m'encourager. Non, ça a été une formidable aventure. J'ai pas eu le temps de rencontrer Swan beaucoup, et alors Florence pas du tout, mais je les trouve formidables. Et puis c'est mon deuxième film, donc je suis très content. Tu peux. C'est vrai que l'enjeu n'était pas le même. C'est-à-dire que sur l'adolescent, il fallait qu'on ancre quelque chose de très réel. Il fallait qu'on croie vraiment qu'il existait. En plus, le fait de choisir Dimitri, je l'avais vu dans une pièce de théâtre où il jouait un enfant de 12 ans. Et j'avais cru vraiment, en tant que spectateur, que c'était un enfant de 12 ans. Et je me disais, mais il est très très mature quand même pour un enfant de 12 ans. Et puis en fait, il en a 22. Voilà. Et en fait, je trouvais hyper intéressant de ne pas prendre un adolescent qui est vraiment 14 ans,
qui aurait ramené sans doute du réalisme, beaucoup moins de poésie. Et comme on est dans le souvenir, je trouve qu'il condense 12-19, quoi. Il y a quelque chose... et donc je trouve que ça amène une épaisseur déjà. Et comme c'est quand même une séquence où il vient lui reprocher d'être mort, et où dans la scène d'après, il lui dit « Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ce souvenir? Je ne me souviens même pas. T'es en forme, c'est ce qui compte. » Que du coup, même si on a un doute en tant que spectateur, c'est balayé et on continue. Il fallait que lui existe de manière très très réelle, même s'il n'est pas en interaction non plus avec les autres acteurs. Il n'y a jamais une phrase de dialogue avec Lars Eidinger. Ils sont dans le même espace, mais il n'y a jamais d'interaction avec quelqu'un d'autre qu'avec Huppert. Alors qu'avec Swann, il y avait quelque chose déjà d'une distance possible. Ce n'était pas du tout le même traitement pour les deux. Oui. Non, et c'est pas du tout la même relation à la mère, parce que lui demande des comptes par rapport au carnet retrouvé, alors qu'avec Swann, elle l'engueule. Elle lui dit c'est pas possible de disparaître comme ça, et évidemment ça fait partie des phrases à double sens, comme si elle l'en voulait à lui d'être mort. Donc il y a vraiment un retournement sur le rapport. Oui, et dans ce que tu disais tout à l'heure sur la relecture, c'est vrai que la scène où Swann vient lui annoncer qu'il part à Montréal, en fait alors ça on peut le comprendre effectivement à la deuxième vision, mais moi ce qui me touche là dans la séquence, c'est que elle s'invente un fils. Donc elle pourrait très très bien inventer un fils qui est présent, qui est absolument génial, qui est tout le temps là, qui est le fils parfait. Et en fait, ce qu'elle remet en scène, c'est encore un arrachement, et c'est encore un fils qui part. Et c'est comme si l'inconscient était plus fort et rejouait malgré elle encore l'abandon. Sachant que Montréal, moi du coup dans le film j'entends Montréal en fait. Ah, pas mal. Ah, oui, Ah, Montréal, mon réalisateur, non? Aussi, bien sûr. Évidemment. Qui pose la première question? Faut être rapide, hein, parce qu'on en a pas 112. Ah bah voilà, au fond de la salle, évidemment. Non, je vous en veux pas. Non, c'est parce que j'ai manqué le début. Et oui. Non, mais le début, vous avez dit qu'il y avait un plan caméra. Est-ce que vous pourriez nous le dire? Parce que non, mais ça vient d'un quiproquo. D'habitude, ici, les films commencent 15 minutes après. Et donc, je suis rentré à 2h15, croyant que le film commençait à 2h15. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai raté le début. Alors du coup, j'étais un peu à côté du film. On va le revoir. Donc voilà. Je ne peux pas faire Isabelle Huppert. Est-ce que vous pourrez nous raconter le début, replacer les choses comme ça? Et non, il faut revoir le film, monsieur. On fera ça après, dans le couloir, parce que les autres ont vu le film entier. Enfin, sauf parce que tu inventes un autre début, ce qui serait rigolo. Mais... Une deuxième question de quelqu'un qui a vu tout le film? Vous avez vu tout le film, c'est sûr? Ok, Là, il y a une dame. Oui, est-ce que vous avez pensé à Qui a peur de Virginia Woolf où là aussi, il y a l'histoire d'un enfant imaginaire qui a un film... Alors non, mais vous me donnez envie de le revoir, je l'ai dit il y a très très longtemps. Ah, c'est sublime. C'est l'histoire d'un enfant imaginaire aussi. D'accord, non, mais en revanche, il y a quelque chose d'autre qui m'a troublé, que j'ai réalisé après coup, c'est qu'après avoir fini le montage du film, Isabelle Huppert jouait la Cerisée l'année dernière à l'Odéon et au Festival d'Avignon. Et donc je suis allé la voir jouer au Festival d'Avignon. Et je regarde la pièce, et je m'en souviens, je l'avais déjà vue, mais je m'en souviens absolument pas. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui revient dans la Cerisée, qu'elle a quittée depuis des dizaines d'années. Elle est allée vivre à Paris. Elle revient à la Cerisée parce qu'il faut vendre la Cerisée. Et elle a quitté la Cerisée parce que son fils est mort noyé à l'âge de 6 ans. Ah ouais? Et là, je me suis dit... J'ai trop de culture. Quel pompeur, ce Tchekhov. Il a fait que des... Et la mise en scène est vraiment très 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 belle. Et c'est ce que fait le Thiago Rodriguez. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que en fait, pendant toute la Cerisée, on la pousse à faire en sorte de bien vendre la Cerisée. Elle laisse faire et on ne comprend pas pourquoi. Et tout d'un coup, la Cerisée est mise en vente aux enchères et elle perd tout. Et en fait, c'est une libération. Et en fait, moi, je venais de terminer le film, donc c'était vraiment, et donc je suis allé voir Huppert à la fin, c'est incroyable, une connexion. Et en fait, c'est très très beau, c'est une libération comme. Et voilà, et elle n'avait pas non plus tilté, comme quoi. Pour parfaire cette anecdote, depuis hier soir,
Nous avons comme projet de fêter la 2 millionième entrée du Méliès par la présence de Fabrice Lucchini, Benoît Jacot et Isabelle Huppert dans un documentaire sur la cerisette. Absolument. Il paraît très bien. Et voilà, il paraît, ouais. Ah, il paraît On va très, attendre très de bien. voir quand même avant de confirmer ce projet, mais il est très sérieux. Allez-y. Oui, donc, moi je voulais juste dire à Florence que je comprenais le personnage tel qu'elle l'avait joué. Et que même si le personnage était peut-être excessif, il avait quand même une vérité. Et je le trouvais pas du tout burlesque. Voilà. Une question? Ah, Et n'oubliez pas qu'il y a le compositeur, le preneur de son, le chef op et le co-scénariste. Allez-y. Oui, moi c'était surtout une remarque que je voulais faire passer. Pendant toute la durée du film, j'ai été sous le charme. Voilà, l'histoire, l'ambiance, Isabelle Huppert beaucoup. Et puis arrivé à la fin, je me suis retrouvée un peu démunie parce qu'il me manquait vraiment des pieds. Et je voulais vous dire à quel point j'étais contente de votre présence aujourd'hui. Parce que là maintenant je le revisite le film. Et puis je pense qu'effectivement ça donne envie de le revoir. Parce que tous les morceaux se mettent en place et tout revient. Et voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Bravo, c'est un super beau film et il y a une vraie qualité d'écriture qui a été relevée plusieurs fois. C'est vrai que les dialogues sont vraiment très très beaux et c'est agréable d'entendre des beaux dialogues au cinéma français, donc je voulais le souligner. Et j'ai une petite question pour, au moment de la visite de la maison à la fin, pourquoi avoir fait le choix de ne pas montrer la chambre qui était fermée avant, et quand la scène commence, en tout cas moi en tant que spectateur, je me dis ah ça y est, on va aller dans cette chambre, on va voir à quoi elle ressemble. Du coup il y a une frustration de ma part et du coup je me questionne et du coup Alors ça m'a même pas effleuré, vraiment. D'accord. Mais comme un truc de pudeur absolue en fait. C'est que je pourrais pas rentrer dans cette chambre, je pense. Vraiment, même je crois que j'ai pas envie de passer la porte. Donc, c'est intéressant parce que c'est une réponse de réalisateur et du coup c'est une question de spectateur et je trouve qu'il y a un enjeu en tout cas qui est chouette dans cette absence de découverte de la chambre. En tout cas moi c'est une bonne réponse je trouve. Donc. Et après l'enjeu de cette séquence pour moi c'était que comme le film est très voilà, superpose des temporalités, des décors, des pays, etc. Il y a beaucoup on passe d'un élément à un autre sans arrêt. Il y avait vraiment l'idée que dans le dernier plan, à partir du moment où on a compris que l'enfant est mort et que le temps a passé, que le dernier plan qui est à l'avant de la maison, que ce soit un temps éternel, que ce soit un plan séquence. Et donc quand elle commence à descendre les escaliers, en fait le plan dure 2 minutes 50, où on va avec les gens qui veulent acheter dans la cuisine, et puis on ressort dans le couloir, et puis on la suit, et puis on sort dans le jardin, et puis on est à la tondeuse, et puis on monte dans les arbres. Et pour moi, c'est comme si là, le temps devenait éternel par cette... Enfin, voilà, il symbolise la libération. Et après, voilà, on a fait aussi avec la beauté du décor qu'on avait. Sachant que, puisqu'on parle de la qualité des dialogues, on entend 2 fois le mot éternité dans le film. On entend ça fait une éternité que je ne suis pas revenu ici, et donc autre indice, puisqu'il y en a des multiples. Et on entend aussi ça m'a semblé une éternité, sur la durée de l'enfant sous l'eau. Ouais, ouais. Et la beauté est éternelle. Et la beauté est éternelle, c'est vrai, sous forme objective. Tu as raison. Moi, je propose de poser la dernière question à Céline Bozon, qui est au premier rang, qui est la chef opératrice. Ouais, c'est un piège. Ben oui. Non, parce que je veux bien savoir quel code vous vous étiez donné ensemble sur la question des flashbacks et sur les déplacements géographiques pour créer à la fois une unité et quand même des effets de rupture, pour manifester, j'imagine, par l'image qu'on n'était plus exactement ni sur le même territoire, ni dans la même temporalité. Voilà. Comment vous avez décidé de code? Et en plus, il faut faire hyper vite parce que on risque d'être foutu à la porte au milieu de la réponse. C'est horrible. Je répondrai rapidement, mais un des outils d'image, c'est quand même le contraste. Au sein de l'image, le rapport entre des hautes lumières, des basses lumières, le rapport entre les choses. Et là, en l'occurrence, le film met en scène le contraste entre les époques et les récits. Donc, du coup, c'était l'outil principal, c'était de créer des écarts. Donc, ils sont assez forts. Il y a des gens qui m'ont dit, non. Notamment sur les couleurs, oui. sur la chromie. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette
stylistiquement, ça part loin. Voilà, donc on y allait, je pense, avec beaucoup de ferveur et d'envie. Et par exemple, à la fin, il y a une sorte d'irradiation quand on entre dans le jardin et qu'on s'invente peut-être une autre temporalité. Le visage d'Isabelle est comme ça, très solaire, y compris quand elle entre et qu'elle est avec Lars. Ça, c'était un choix précisément de contraste avec d'autres séquences pour montrer qu'on avait enfin tourné la page. Mariposa, toute la maison de campagne avait beaucoup l'envie de soleil ou d'effet soleil, que ce soit un endroit en tout cas lumineux et pas la maison sinistre avec son grenier et sa chambre d'enfant, justement. Donc effectivement, plus on pouvait aller vers le soleil et plus on y allait. Eh bien, on va faire pareil et quitter cette salle obscure tout de suite. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Et à très vite. Et on peut continuer vraiment au bar ou à la terrasse selon la température extérieure. Il faut sortir à cause de...